Retour à l'essentiel, on va plus loin avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Mélina Huette. Bonjour Mélina. Bonjour Raphaël. Au sommaire, Mahmoud Abbas reçu en chef d'État à Paris. 2 mois après la reconnaissance de la Palestine par la France, Emmanuel Macron appelle à des élections dans les 12 mois et met en garde Israël. Toute tentative d'annexion de la Cisjordanie provoquerait une réaction vigoureuse des Européens. Et puis la ville stratégique de Pokrovsk, objet d'une guerre de l'information entre Russes et Ukrainiens. Alors que Moscou bombarde toujours les infrastructures ukrainiennes, un secteur en proie à un vaste coup de filet anti-corruption. C'est tout de suite, on va plus loin. Ce n'est pas sa première visite ici en France. Il s'était rendu à Paris, notamment, on s'en souvient, lors du rassemblement qui avait suivi l'attentat contre Charlie Hebdo, et encore récemment, à 2 reprises depuis l'entrée à l'Élysée d'Emmanuel Macron. Mais pour la première fois, Mahmoud Abbas est reçu avec les honneurs d'un chef d'État, manière de concrétiser la reconnaissance par la France d'un État palestinien. Et qui dit État dit constitution et élection. Écoutez cet échange entre les deux hommes, la réaction notamment de Mahmoud Abbas sur cette question. Nous réitérons notre engagement envers toutes les promesses et réformes énoncées dans notre lettre à votre intention. La présidence conjointe de la Conférence internationale pour la paix, y compris la tenue d'élections présidentielles et parlementaires après la fin de la guerre. Nous sommes sur le point d'achever la rédaction de la constitution provisoire de l'État de Palestine et des lois sur les élections et les partis politiques. Et on va faire le résumé de cette journée aujourd'hui à l'Élysée. Tarek Kaye était sur place pour France 24. C'est une visite hautement symbolique, celle de Mahmoud Abbas, qui a été chaleureusement accueilli sur le perron de l'Élysée par Emmanuel Macron. Il s'agit de la première visite d'Abbas en tant que chef de l'État de Palestine après la reconnaissance par la France de l'État de Palestine le 22 septembre dernier. Au cours d'une conférence de presse conjointe entre les deux présidents, Emmanuel Macron a annoncé une aide supplémentaire pour Gaza, une aide humanitaire de 100 millions d'euros. Sur le plan politique, il a dit que la France ne veut pas voir le Hamas reprendre le contrôle de Gaza. Il a par ailleurs affirmé que toute annexion partielle ou totale de la Cisjordanie est une ligne rouge. Quant au président palestinien, il a considéré que la reconnaissance par la France de l'État de Palestine est un tournant historique. C'est un message d'espoir pour un peuple qui se bat depuis des décennies, a-t-il dit. Mahmoud Abbas a réitéré ses engagements de réformer l'autorité palestinienne, de réformer la gouvernance de l'autorité palestinienne, ainsi que les manuels scolaires ou encore la tenue d'élections présidentielles et législatives. La visite de Mahmoud Abbas se poursuit donc avec une rencontre prévue avec la présidente de l'Assemblée nationale ce mercredi. Comme un air de déjà-vu ou de déjà entendu, Patricia Lémonière, avec ses promesses de Mahmoud Abbas. On l'entendait parler d'élections, les territoires palestiniens n'ont pas connu de scrutin depuis 2006. Qu'est-ce qui bloque ? Ce qui bloque, c'est lui. Tout simplement, c'est le président de la Palestine, donc maintenant, qui ne voulait pas de ces élections. Les dernières étaient attendues par le peuple et réclamées, et il les a annulées parce qu'il n'en voulait pas. Qu'est-ce qui est important dans cette rencontre aujourd'hui ? C'est pas tant ce qui s'y est dit, la déclaration du président français ou la déclaration de Mahmoud Abbas, tout ça a été déjà pratiquement dit, redit, annoncé depuis le cessez-le-feu. Ce qui est important, c'est que la démarche française remet les Palestiniens au cœur du processus. Parce que le plan américain, qui, comme on l'a déjà dit sur ce plateau, est un melting pot du plan arabe, du plan américain et finalement du plan franco-saoudien, avait mis les Palestiniens, vous savez, le 21e, et avec, c'était tout juste si on mentionnait le futur possible, probable d'un État palestinien. Là, le président français, en ce sens, on va au-delà du symbole, remet les Palestiniens au cœur du problème, en disant on ne peut pas faire sans eux. Et donc, pour l'instant, tout ce qui se passe, toutes les discussions qui ont lieu en Israël, ou la mise en place de ce comité, ça se passe sans les Palestiniens. Donc là, on a une démarche qui aboutira à ce qu'elle aboutira, mais qui a au moins le mérite d'exister. Et puis l'autre aspect, effectivement, c'est de rappeler la Cisjordanie.
sur cette question. Alors Gaza, le plan Trump n'accorde pas de place spécifique, Mélina, à l'autorité palestinienne, plutôt à une autorité de technocrates. Emmanuel Macron fait mine tout en souhaitant la mise en œuvre du plan Trump, qu'elle ne passera que par l'autorité palestinienne ? Oui, mais c'est ce que je vous rejoins tout à fait. En fait, c'est une visite performative. C'est-à-dire qu'on s'impose par les faits, on impose une vision qui est la vision de la France et d'une partie de l'Europe, parce que la reconnaissance de l'État palestinien, c'est pas que la France, c'est aussi notamment la Grande-Bretagne, ce qui avait été un tournant quand même diplomatique assez fort. Et effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir imposer ça d'une certaine manière aux États-Unis, qui, comme vous l'avez dit, était passé d'un plan de 21 points à 20 du jour au lendemain. D'ailleurs, même dans les médias, on s'était trompé. On parlait tout le temps d'un plan à 21 points, puis on avait oublié celui qui était probablement le plus important pour les Palestiniens, j'entends. Maintenant, pour revenir sur ce que vous disiez et compléter, il y a aussi d'autres choses qui bloquent sur la tenue des élections. C'est évidemment l'aspect sécuritaire. C'est-à-dire que déjà, c'était pas possible en 2021, même si c'était une excuse. La question de Jérusalem était une excuse. Alors, il faut rappeler, en 2021, donc, Mahmoud Abbas avait annoncé des élections législatives reportées sine die, officiellement côté palestinien, en raison du refus d'Israël de permettre la tenue du scrutin à Jérusalem-Est. Alors effectivement, beaucoup d'experts disent c'est une excuse parce qu'en réalité, effectivement, il avait peur soit de perdre, soit qu'il soit considérablement affaibli au sein même de ses rangs. Maintenant, effectivement, au niveau sécuritaire, c'était parfaitement impossible parce qu'il n'a pas fallu attendre 2023 pour que les raisons sécuritaires empêchent la tenue d'un scrutin, puisque Gaza était sous blocus, qu'il y avait une discontinuité du territoire, des territoires palestiniens, entre d'un côté le Fatah en Cisjordanie, de l'autre le Hamas à Gaza. Et puis au sein même du Fatah, il y a quand même des dissensions très très fortes. Et il faut voir ce que ça représente aussi pour les Palestiniens eux-mêmes. Encore en janvier, j'étais à Jénine, dans un camp qui est considéré comme un camp où il y a beaucoup de terroristes, beaucoup de factions. Alors évidemment, eux s'appellent des résistants, se font appeler des résistants, mais il y a eu un siège qui a été organisé par les forces de sécurité palestiniennes entre décembre et janvier. J'y étais à ce moment-là, et il y avait des tirs fratricides intra-palestiniens. Et à l'époque, les Palestiniens que j'interviewais à Jénine me disaient « c'est la faute de Mahmoud Abbas qui collabore avec Israël pour essayer de faire en sorte, pour essayer de montrer finalement qu'il va être fort, qu'il va être suffisamment fort pour administrer la Cisjordanie occupée et à terme potentiellement Gaza. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent eux et c'est ce qu'ils voient aussi de Mahmoud Abbas. D'où la déclaration d'Emmanuel Macron aujourd'hui qui, aux côtés de Mahmoud Abbas, met en garde Israël contre tout projet d'annexion de la Cisjordanie qui rencontrerait, dit-il, une réponse vigoureuse de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, en soutenant Mahmoud Abbas, l'Europe a déjà un train de retard, Patricia Lémonière, par rapport à la rue palestinienne. On a beaucoup de trains de retard, j'ai envie de dire, aussi avec celui-ci. Mahmoud Abbas est totalement décrédibilisé. Je vais même beaucoup plus loin. Je veux dire, il est considéré par l'ensemble des Palestiniens comme un collabo, puisque c'est lui qui applique la politique voulue par Israël, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie. Donc, il est totalement décrédibilisé chez lui. Et donc... pourquoi le président français le reçoit ? Parce que pour l'instant, il n'y a personne d'autre. Et donc, soit on enterre tout et on dit, on laisse M. Trump agir, soit on essaye de pousser ce vieux monsieur qui est à la tête quand même d'une machine à corruption, qui est très corrompue. Ce vieux monsieur... on le pousse à essayer, mais on voit bien qu'il résiste, à essayer de faire les quelques réformes qu'on lui demande. Alors, tenir des élections aujourd'hui, c'est totalement impossible. À Gaza, 90% tout est démoli, les gens vivent dans des tentes, ils sont en train de rechercher sous les gravats leurs morts. Donc, il n'y a pas d'élection possible. Et la Cisjordanie est une cocotte minute. Et la Cisjordanie, alors pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, en Cisjordanie, aujourd'hui, il y a eu une attaque majeure contre une entreprise près de Toul-Carem, avec une descente de colons ou autres, on ne sait pas, masqués, incendiant des bâtiments, détruisant tout. L'armée israélienne a fini par intervenir et a procédé, dit-on, à des arrestations. On voit bien que la Cisjordanie n'est même plus... Quand on parle d'État palestinien, il y en a qui nous disent tous, mais regardez, ça ne peut pas être un État puisque c'est totalement morcelé. Il faut bien commencer par quelque chose. Et si chaque fois qu'on laisse un peuple dans le noir et sans espoir, la révolte gronde et augmente. Donc il faut bien effectivement commencer par quelque chose. Il y a des gens qui pourraient... Alors, les Émiratis ont Darlan, on le connaît, qui est réfugié chez eux, etc. Depuis 15 ans, mais lui est un dissident du Fatah et accusé de corruption.
de son côté. Et il y a aussi Marwan Barghouti, qui est en pas très bonne santé, mais qui est détenu en Israël depuis la deuxième intifada, 2002. Et accusé des pires maux, effectivement, par Israël, et qui ne veut surtout pas, pour l'instant, le faire sortir. La France est en train de pousser avec d'autres États à sa sortie de prison, parce que Marwan Barghouti est peut-être le seul qui est capable de parler aux différentes familles politiques, que ça soit le Fatah, les clivages au sein de l'OLP, et que ça soit le Hamas, puisque avant, sans être Hamas, il parlait au Hamas. Donc c'est le seul qui est capable un peu d'unifier. Mais moi, j'ai rencontré, venant à Paris, des élites palestiniennes qui sont aussi totalement capables de prendre le relais. On les rencontre à Jérusalem encore. Donc elles existent, ces élites politiques. Mais l'homme qui rassemblerait serait Barghouti. Et les Israéliens, pour l'instant, font la sourde oreille. Et on le voit une fois de plus, hein, l'avenir des territoires palestiniens, qu'il s'agisse de la Cisjordanie ou de Gaza et Jérusalem-Est, passe par Israël et donc, d'une certaine manière, par Washington. Mélina Vett, c'est une question aussi de volonté américaine, demain, la capacité ou pas à mettre en œuvre ce plan Trump et aller peut-être jusqu'à des élections dans les territoires palestiniens, puisque c'est aussi la condition du renouvellement. Mais c'est pour ça qu'au début, on parlait d'un plan de paix et quand on a fini par parler d'un plan Trump, parce qu'en réalité, là encore, on est plus dans une volonté de faire des deals de la part de Donald Trump que de penser sur le moyen, je dirais même pas sur le long terme, sur le moyen, voire le un peu plus que court terme. Donc effectivement, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Encore une fois, quand on est sur le terrain, en tout cas en Cisjordanie, je ne sais pas ce qu'il en est à Gaza, Marwan Barghouti, c'est évidemment le nom qui ressort systématiquement, peu importe les obédiences. Enfin vraiment, il y a une... Israël jamais n'acceptera, en tout cas pas en l'état, de le sortir parce que il a du sang sur les mains, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de répéter. Il a commis des attentats, en tout cas il était à la tête de la commande de ces attentats, et donc il est hors de question qu'il sorte. Maintenant, avec le gouvernement actuel, quand bien même il y a une pression de la rue, mais pas tant contre l'annexion que pour tous les autres problèmes qui concernent Benyamin Netanyahou aujourd'hui, l'annexion est toujours sur la table et en réalité, même si de temps en temps l'armée ou la police aux frontières fait semblant d'intervenir quand il y a des colons... Aujourd'hui, c'était lourd comme attaque. Oui, mais en réalité, il y a quand même plus de... je crois que c'est plus d'une quarantaine en moins d'un an de colonies illégales qui se sont implantées. On en était loin avant, c'était 7 ou 8 par an et c'est de plus en plus violent. Et en plus, il y a un projet institutionnel de la part de l'extrême droite, effectivement, d'annexer ce projet E21. On en a parlé mille et une fois. Il faut interrompre tout ça. Déjà, première concession, c'est de dire il n'y aura pas d'annexion. Oui. Mais ça, Donald Trump, je veux dire, on parle d'annexion, Donald Trump, pas d'annexion. Ah oui. Donc il était très clair là-dessus. Mais annexion ne veut pas dire arrêt de la colonisation. Et c'est deux choses très très différentes, parce que tant que la colonisation des terres, j'entends, ne s'arrêtera pas, eh bien il n'y aura pas de solution. Autre sujet, décembre approche, ça ne vous a pas échappé. Pour le 4e hiver consécutif, les Ukrainiens redoutent de manquer de chauffage. Une nouvelle attaque de drones russes la nuit dernière a touché des infrastructures énergétiques dans la région d'Odessa, c'est dans le sud de l'Ukraine. Emmanuel Chaz est avec nous pour France 24. Comment vit-on ces nouvelles attaques en Ukraine ? Eh bien, écoutez, cette attaque ne s'arrête pas. Nous sommes sous le coup d'une alerte aérienne à nouveau ici à Kharkiv où je me trouve. Et il y a également certains messages sur les chaînes, par exemple Telegram, qui disent que la Russie pourrait ce soir utiliser des missiles supersoniques lancés de Crimée dans le sud du pays. Donc, dans ce contexte, c'est extrêmement anxiogène pour les Ukrainiens qui ont passé un week-end absolument cauchemardesque. On n'avait jamais connu des blackouts, des pannes de courant de cette ampleur. Ici, à Kharkiv, il n'y avait ni eau, ni électricité, ni chauffage pendant plusieurs heures après la frappe d'ampleur de la nuit de vendredi à samedi. Et pourtant, eh bien, la vie continue. Il y a des générateurs, alors de tailles différentes. Ça peut être des générateurs pour un appartement, pour un bâtiment, pour toute une rue, pour tout un quartier, qui, en attendant que les réparations soient effectuées sur ce qui peut l'être sur la
la grille énergétique du pays, eh bien, ils prennent le relais afin de pourvoir aux besoins les plus élémentaires. Quand on se promène dans les rues de Kharkiv, on pourrait presque croire que tout va bien, et puis d'un coup, on va entendre soit une alerte aérienne qui va rappeler que le danger n'est jamais loin, soit l'un de ces générateurs qui va rappeler que non, le système énergétique n'a pas été rétabli. Il y a des millions d'Ukrainiens qui sont toujours sans courant. Il y a 3 régions, principalement dans le sud du pays, qui sont particulièrement affectées. Donc évidemment, les communautés les plus isolées, ce sont aussi les plus affectées, avec ce danger permanent de nouvelles frappes. Secteur énergétique ukrainien doublement affaibli, Emmanuel, puisqu'il fait l'objet d'une série de perquisitions par l'Agence nationale anticorruption. Tout à fait. Alors imaginez ces Ukrainiens qui vivent dans des situations précaires à cause de ces frappes se sont réveillés hier avec les révélations du bureau anticorruption NABU sur un schéma de corruption au sein même de Energoatom, du secteur énergétique ukrainien. Plus de 100 millions de dollars auraient été blanchis par plusieurs personnalités du secteur énergétique, mais aussi du gouvernement, dont des proches du président Zelensky. Donc ça a suscité l'indignation ici, puisque ces 100 millions de dollars, eh bien, à quoi ils servaient? À renforcer le secteur énergétique, peut-être aussi à la défense de ce secteur. Donc il y a beaucoup de questions sur ce dossier, et c'est pas un dossier qui est complètement anodin, parce que le NABU dont je vous parlais, ce bureau de lutte contre la corruption, eh bien, il avait été au cœur des manifestations de cet été, parce que ce bureau d'investigation ainsi que la branche spéciale du bureau du procureur qui lutte contre la corruption avaient tous deux été ciblés par une loi qui avait été passée par le Parlement ukrainien cet été, en vue de réduire leur indépendance. Il y avait eu des manifestations importantes à travers le pays. Ça avait donc rétabli l'indépendance de ces deux institutions. Et à l'écoute de ce qui a été divulgué par ce bureau anticorruption, eh bien, on s'aperçoit que sans doute ceux qui faisaient partie de ce schéma de corruption avaient essayé de faire taire ces deux bureaux de lutte contre la corruption. Vous restez avec nous, Emmanuel Chaz. C'est Volodymyr Zelensky lui-même qui est visé, Mélina Huet, à la fois son entourage, certains ministres, et puis il y a effectivement la question de cette loi qui plaçait sous tutelle, en fait, l'organisme anticorruption, sous la tutelle d'un procureur général nommé par qui? Par le chef d'État. Oui, alors c'est exactement ce que rappelait Emmanuel Chaz. Il faut bien prendre conscience que ces lois qui ont été passées, puis finalement il y a eu rétropédalage, ont entraîné les premières manifestations depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, ce qui, dans un contexte de guerre, vous imaginez bien des manifestations dans un contexte de guerre, est éminemment nouveau et problématique, en tout cas dans le cas de l'Ukraine. Et effectivement, il y avait eu rétropédalage, mais les soucis de corruption existent depuis, de toute façon, la guerre de 2014, parce que la guerre n'a pas commencé en 2022, et puis ça s'est renforcé parce qu'il y a vraiment... Le public ukrainien est en train de regarder ce qui se passe au niveau des institutions de manière extrêmement ferme, ne laisse rien passer. Il y avait aussi de la corruption au niveau de l'armée, souvenez-vous. Il y avait eu des détournements d'aide, que ce soit de l'aide alimentaire, que ce soit du matériel, que ce soit de l'argent. Et ça, évidemment, on ne pardonne pas à Volodymyr Zelensky, qui jusqu'à il y a quelques mois, voire peut-être un an et demi, bénéficiait quand même d'une certaine notoriété et d'un soutien de la population. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas quand on voit qu'il est lui-même impacté par ces histoires de corruption, par ces affaires. Patricia Lémonière, ces enquêtes anticorruption au plus haut niveau du pouvoir, elles sont nécessaires dans la période actuelle, ou bien toutes les ressources doivent-elles être mobilisées dans l'effort de guerre ? 70 perquisitions, c'est beaucoup qui ont été menées. Effectivement, elles sont nécessaires. Aux yeux de l'Europe, elles sont totalement nécessaires. C'est-à-dire que le soutien, finalement, européen est aussi lié à cette lutte contre la corruption. Et cette lutte contre la corruption, si on la flèche et on la remonte, on va jusqu'au Kremlin quand même. Il ne faut pas non plus de penser que c'est juste des gens qui veulent s'en mettre autour de Zelensky, avec sa bénédiction ou pas, s'en mettre plein les poches. Non, je crois que là, on a des...
des liens qui sont très anciens. Enfin, le nucléaire ukrainien, qu'est-ce que c'est que le nucléaire ukrainien? Le nucléaire ukrainien était le nucléaire russe. Donc, vous imaginez les liens. Donc, il y a eu du nettoyage dans les services secrets. Mais le nettoyage, c'est difficile à faire partout et surtout en temps de guerre. Donc, ça, je vais mettre à part. Mais cette crise il va falloir que Zelensky la prenne sérieusement. Cette crise qui peut devenir une crise politique, donc c'est cette affaire de corruption qui peut devenir une crise politique, se produit à un moment où sur le terrain, c'est un petit peu difficile quand même. Même si on peut dire la résistance ukrainienne est formidable, l'invention ukrainienne est formidable parce qu'ils font des missiles qui sont compétitifs avec les Tomahawk, parce qu'ils inventent des drones qui sont des brouilleurs, des drones russes qui sont merveilleux. Chaque fois qu'ils mettent quelque chose au point, les Russes mettent des contre-attaques au point en face. On le voit pour ces fameux nouveaux drones qui devaient détruire les drones russes. Et les drones ont sorti un qui va à 500 km/h et qu'on ne peut donc plus brouiller en quelque sorte. Donc, si vous voulez, la situation est très dure. Elle est très dure autour d'une ville, on va y venir, qui est Pokrovsk. Et Pokrovsk, c'est un nœud. Moi, pour y être allé, après, c'est tout droit. Après, on n'a plus qu'à prendre sa voiture et foncer, quoi. Donc, le moment est très tendu. Justement, on va écouter Emmanuel Chaz qui est toujours avec nous en direct. Alors vous êtes à Kharkiv, Emmanuel, c'est dans le nord vers le nord-est de l'Ukraine. Les combats aujourd'hui, effectivement, en tout cas une partie de l'avenir de cette ligne de front se joue aujourd'hui à Pokrovsk. Donetsk apparaît, Pokrovsk qui se situe dans l'oblast de Donetsk et qui, si l'on en croit en tout cas ce que l'on lit sur les réseaux sociaux, est extrêmement menacé, voire plus, par l'armée russe. Où en est la situation ? Absolument, une ville qui est extrêmement menacée. Après, il faut se rappeler que ça fait plus de 20 mois que les Russes ont décidé de marcher vers Pokrovsk. Ils y marchent depuis Avdiivka qu'ils ont réussi à capturer en février 2024. Donc, c'est quand même une campagne très longue. Il semble effectivement que à présent, ils sont bel et bien implantés dans la ville sans pour autant la contrôler tout à fait. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, parce que c'est aussi une guerre de l'information. Alors, on va voir d'un côté des bataillons, des unités ukrainiennes qui vont se montrer à l'intérieur de la ville en train de tirer sur des forces russes, et inversement on va avoir des forces russes comme cette vidéo qui est assez surréaliste qu'on a pu voir circuler sur les réseaux sociaux, qui montre une armée russe quand même en piteux état à bord de motos qui ont plusieurs décennies de voitures pratiquement calcinées, on ne sait même pas comment elles arrivent encore à rouler, et puis en plein brouillard on voit ces dizaines de soldats russes qui paradent dans un quartier sud de Pokrovsk. Alors oui, effectivement, ils y sont, mais dans quel état ? Ça montre donc comment cette armée russe s'occupe de son personnel, et surtout, ça montre que s'il y a une supériorité, elle s'inscrit surtout dans le numérique. Il y a plus de soldats russes, il y a plus d'équipements. Ça ne veut pas forcément dire que ces soldats seraient efficaces s'ils n'étaient pas aussi nombreux, ni que l'équipement est supérieur à celui des Ukrainiens. De l'aveu même de certains soldats qui se battent en ce moment dans Pokrovsk, ce qui peut leur donner encore cette capacité à résister, c'est justement un avantage au niveau de la qualité de l'équipement, mais effectivement devant l'armée russe, ça ne sera sans doute pas suffisant très longtemps. Alors pourquoi Pokrovsk est important ? Certes, c'était un centre logistique important pour les Ukrainiens, il n'en restera sans doute que de la poussière après tous les bombardements qu'occasionnent ces de tels combats. En revanche, c'est un environnement urbain dans lesquels les troupes russes pourront se cacher beaucoup plus facilement aussi longtemps que la bataille pour Pokrovsk durera. Après, effectivement, ça ouvre la route vers la région voisine de Dnipropetrovsk. En revanche, c'est plutôt une route qui est très plate. Donc avancer en plaine, ça sera plus compliqué pour l'armée russe. Merci Emmanuel Chaz, en direct de Kharkiv pour France 24. Mélina Huette, sur la situation à Pokrovsk. Alors, il y a effectivement une guerre de la communication qu'il faut souligner, Emmanuel le rappelait très justement. Maintenant, la situation, elle est quand même critique. Alors, c'est effectivement potentiellement des bras cassés qui font non pas ce qu'on appelle encercler Pokrovsk, mais plutôt absorber Pokrovsk, parce qu'en réalité, maintenant, on est quasiment dans des combats de Russes, et même pas quasiment, c'est le cas. Il y a même des vidéos où on voit des Ukrainiens et des Russes qui sont à 5 mètres les uns des autres.
Et donc, j'ai encore vu cette vidéo aujourd'hui d'une unité, de 2 hommes en réalité ukrainiens qui prennent une bombe anti-char sur laquelle ils disposent un engin explosif qui balance dans une maison qui explose dans les quelques secondes suivantes, et puis ça fait le plus de dégâts possible. Donc on est vraiment sur ce genre de combat dans une ville qui est rasée. Maintenant, sur ce que disait Emmanuel Chaz, effectivement, ils sont en surnombre, les Russes, mais le problème, c'est que qu'est-ce que les Ukrainiens mettent en face de ces... ils mettent des personnes qui sont extrêmement compétentes. Oui. Donc, juste pour revenir là-dessus. Très peu de temps. D'accord. J'aimerais juste quand même avoir les propos de Vitaly Deneya. C'est un soldat qui est volontaire et qui est cofondateur du fonds Come Back Alive, qui s'est exprimé et qui a demandé, comme beaucoup d'autres soldats, je vais essayer de le dire avec le moins d'émotion possible. Vous voyez son post Facebook. Si personne ne signe prochainement l'ordre de retrait des troupes de Pokrovsk et de Myrnograd, nous risquons non seulement de perdre un nombre important de parachutistes et de troupes de marine extrêmement motivées, mais aussi de nous retrouver dans une situation où personne ne pourra combler la brèche dans le front où les fortifications que nous avons construites à l'arrière tomberont rapidement aux mains de l'ennemi. En gros, si on ne se replie pas, on va perdre nos meilleurs soldats. Et juste pour terminer, il dit « Les rapports de l'état-major à la hiérarchie sont chaque jour de plus en plus mensongers ». Ça, c'est important parce que ça vient aussi du front. Ce sont des personnes qui s'inquiètent de ça. C'est pas nouveau. Non, bien sûr. Mais c'est une demande de souvent le front, et on se souvient des grosses villes qui sont tombées. Chaque fois, il y a une grosse critique autour du chef d'état-major aujourd'hui, parce qu'on lui reproche justement de sacrifier des hommes et des hommes d'élite. Parce qu'effectivement, à Pokrovsk, ils ont mis les meilleures unités pour tenir. Et en face, on a une boucherie, comme d'habitude. Mais la technique russe, et j'en finirai par là parce que je pense qu'on arrive en fin d'émission, la technique russe, c'est ce qu'on appelait la technique du chaos. C'est-à-dire, avant, il y avait quand même un semblant, ils avançaient, ils lançaient leurs troupes, etc. Et puis, on tuait, et puis voilà. Maintenant, ils avancent effectivement par petites unités, ils s'infiltrent, et ils sèment le chaos dans les lignes. Ils divisent les lignes. Et donc... unité d'élite ou pas unité d'élite flambant neuve, par rapport à cette technique-là, c'est excessivement difficile de réagir. Mais ce que vous décrivez finalement, c'est la stratégie russe, soit que l'on redoute, en tout cas qu'on imagine de submersion humaine, en fait, de la foire à viande de Bakhmout. Exactement, je ne voulais pas citer Bakhmout, mais c'est une subversion, si ce n'est qu'à Bakhmout, c'était d'autres types de combattants, mais on est à des rapports qui n'ont rien à voir. Et que Bakhmout était beaucoup plus symbolique que logistique. Là, réellement, Pokrovsk, c'est ce que vous disiez, après, on va très vite vers Konstantinivka, on va très vite vers Kramatorsk. Pokrovsk, c'est la route. Et donc là, on n'est plus du tout dans le cas de Bakhmout. Ça peut conduire à ce qu'on appelle un effondrement du front, mais bon, les Ukrainiens doivent reconstituer derrière des défenses. Merci beaucoup Patricia Lémonière. Mélina Huette, on va plus loin, c'est terminé. Retour à l'essentiel dans un instant. On reviendra notamment sur la visite de Mahmoud Abbas à Paris et tout le reste de l'actualité, bien sûr. Restez avec nous. Retrouvez la météo avec Écoutez Voir. Des lunettes et des aides auditives pour rester à l'écoute du monde et voir plus loin. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste.